Passée par le CETIC Dakar où elle a accompagné une vingtaine de startups digitales et formé plus de 1500 porteurs de projets pendant 5 ans, Eva Sow Ebion est l'invitée d'Ousmane Gueye ce dimanche dans E-Tech. Où en est le Sénégal dans la promotion et la valorisation de ces jeunes pousses dans le numérique par rapport à l'Afrique anglophone? L'accompagnement offert par l'État et le privé est-il à la hauteur des enjeux? Quelle place des femmes? Quelle collaboration avec les géants de la tech? Celle qui a joué un rôle majeur dans l'adoption de la Startup Act va aussi se prononcer sur d'autres sujets d'actualité. À suivre ce dimanche 14 août après les éditions de 7h et 12h sur e-Radio. E-Tech, l'émission d'un monde qui change, présentée par Ousmane Gueye. Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous. Ce dimanche, nous avons, comme l'a dit la bande-annonce de Mame Abdou Gueye Kassé, l'immense honneur de recevoir Eva Sow Ebion. Bonjour. Bonjour, très ravi d'être là. Merci de me faire l'honneur de m'inviter. C'est nous qui nous sentons très honorés, d'autant plus que vous êtes entre deux avions. Ça fait quoi quand on s'éloigne géographiquement, je dis bien géographiquement du Sénégal, à la conquête un peu de l'Afrique des startups après 5 ans, 7 ans? Ça donne quoi? Merci beaucoup Ousmane pour ta question. C'est vrai que c'est arrivé de manière très spontanée avec voilà, tout mon engagement au sein de i4Policy et le travail avec les communautés à l'échelle continentale. Et c'est vrai qu'en s'éloignant un peu du Sénégal, on prend d'abord conscience du potentiel inexploité de l'Afrique francophone. C'est vrai qu'en termes de visibilité, en termes de marché, on est un peu en retrait par rapport à l'Afrique anglophone, mais les opportunités sont réelles. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à pouvoir les adresser et à faire en sorte que nos marchés qui sont aujourd'hui nationaux arrivent à devenir un marché régional francophone qui nous permette de grandir plus vite. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte assez vite que la langue peut être une barrière. Et c'est vrai que pour moi, d'avoir été ouverte tout de suite sur le continent, ça m'a permis d'améliorer mon anglais très très vite. Mais de parler anglais... je le croyais déjà parfait, comparé au mien. On apprend toujours, je pense qu'on continue d'apprendre. Je découvre des mots, par exemple, techniques encore tous les jours. Chaque fois que je me retrouve dans un contexte différent, que ce soit lié aux communautés elles-mêmes ou à la co-création ou à la démocratie délibérative où j'ai été un peu engagée ces derniers temps, je découvre toujours de nouveaux mots d'anglais. Donc je pense que ça m'a permis de prendre conscience que la langue est un atout pour pouvoir aller à l'échelle continentale, mais que plus que jamais, beaucoup des challenges qu'on rencontre ici sont les mêmes challenges qu'on rencontre dans d'autres pays anglophones et qu'il est important maintenant qu'on arrive à créer des passerelles entre nos deux mondes et faire en sorte aussi que les bonnes pratiques qu'on a en Afrique anglophone, on puisse en inspirer ici et inversement qu'on apprenne nous à valoriser les bonnes pratiques que nous avons un peu comme ils le fassent. Donc pour moi, c'est un regard, en tout cas une prise de conscience 2 fois plus grande des opportunités qui existent et ensuite un appel vraiment à la collaboration pour pouvoir être plus fort. Oui, avec votre engagement auprès des pays anglophones, peut-être que désormais nos startups vont pouvoir faire, disons, des levées de fonds beaucoup plus appréciables. Alors c'est vrai que c'est une question qui est intéressante pour moi et je vais y répondre Ousmane en 2 points. Le premier, c'est que c'est vrai que les startups sont aujourd'hui un vivier incroyable de talents et de solutions pour pouvoir vraiment faire en sorte que les populations soient dans de meilleures... en tout cas, et de meilleures conditions de vie, mais surtout qu'ils puissent accéder à des services qui facilitent et qui leur permettent d'arriver à ces meilleures conditions de vie. Et je vois les choses en 2 points. Le premier, c'est que aujourd'hui, on associe beaucoup le fait d'être une start-up à la capacité de lever de fonds. Alors que pour moi, il y a des histoires aussi très belles de créateurs de solutions qui n'ont pas réussi à lever des fonds, mais qui ont réussi à bootstrapper et à grandir et qui aujourd'hui font un travail remarquable. Donc je pense que il y a en tout cas cette question intéressante. Est-ce que donc la levée de fonds est une nécessité? Exactement, une nécessité ou un critère de réussite finalement? C'est quoi la réponse? Pour moi, non.
Je pense que la levée de fonds peut être un moyen d'accélération, mais que la levée de fonds n'est pas forcément un critère de succès, parce que j'ai l'occasion tous les jours de côtoyer des gens qui font un travail remarquable, qui impactent la vie des gens, mais qui n'ont jamais levé un seul franc. Le deuxième point, c'est que pour moi aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à, toujours dans cette dimension de collaboration et de passerelle, à bâtir un pont entre les startups et entre les étudiants, entre la jeunesse. Cette dernière année, j'ai beaucoup travaillé avec notamment mes pairs au sein du consortium Jeunesse Sénégal. On a déroulé tout un programme au sein d'IFOPOL ici avec Meta et l'Académie de l'Union africaine qui visait vraiment à outiller les jeunes. Et j'ai vu combien de jeunes entrepreneurs sont encore étudiants, sont au stade d'idées. Comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les startups d'aujourd'hui puissent redonner ce qu'elles ont appris, ce qu'elles notent aujourd'hui dans l'écosystème pour faciliter la croissance et l'accès aux opportunités pour ces plus jeunes, en tout cas frères et sœurs qui sont aujourd'hui étudiants et qui ont cette prise de conscience aussi très forte sur l'engagement citoyen. Et pour moi, aujourd'hui, être un créateur de solutions économiques, c'est aussi être un citoyen engagé, parce qu'on n'attend pas finalement que l'État mette en place ces solutions. On vient être fort de propositions pour travailler avec les autres et pour servir finalement les gens avec qui on vit. On reviendra sur l'engagement civique, notamment dans la seconde partie, parce que de plus en plus on parle de Civic Tech et nous avons reçu d'ailleurs il y a quelques mois l'universitaire de Saint-Louis, Fernand Nino Mendy, pour parler de cela. Eva Sow-Ebion est notre invitée ce dimanche sur e-radio. Machallah, vous avez tellement de casquettes que pour préparer cette émission et particulièrement la bande-annonce, nous n'avons pas pu placer, disons, une appellation assez englobante. Vous voyez un peu, nous n'avons fait que citer plusieurs rôles dont ce rôle assez déterminant, décisif dans la construction, je dis bien construction de la Startup Act, la loi de promotion donc des startups au Sénégal. Vous avez beaucoup contribué là-dedans. Aujourd'hui que ça commence à prendre forme, c'est une grosse fierté. La plus grande fierté pour moi, c'est d'avoir réussi à faire quelque chose avec mes pairs. Je pense que le message le plus important dans cette dynamique pour moi, c'était de montrer que si on reste ensemble, finalement nos voix auront beaucoup plus de poids, on aura accès à beaucoup plus de financement, on aura le moyen d'aller beaucoup plus loin. Et je suis très contente quand on a fait tout ce processus de co-création ici au Sénégal. C'était 9 pairs, 9 leaders de pôles d'innovation. On peut rappeler ces pôles? Oui, donc il y avait Aziz d'Impact Hub Dakar, on avait Majisok du WIC, on avait Make Sense qui était à nos côtés, j'en oublie certainement d'autres, mais vraiment beaucoup, Joko Labs avec Fatim aussi. Et donc aujourd'hui, tous ces acteurs finalement qui facilitent la croissance des startups, on a tous décidé d'être ensemble et de porter nos voix pour pouvoir traduire le besoin et les recommandations des entrepreneurs. Donc la collaboration fait, en tout cas pour moi, c'est le plus grand succès de ce processus. Le second, c'est que c'est aujourd'hui une bonne pratique. C'était des approches qui étaient bottom-up, donc elles venaient des communautés. Ce que nous, on a fait, c'est vraiment impulser ces dynamiques avec nos pairs au sein des communautés et les faire remonter vers le gouvernement. Ce qu'on voit beaucoup depuis 2 ans, c'est les gouvernements maintenant qui veulent entamer ces processus de co-création avec... C'était le cas avec la Startup Act, non ? Alors au Sénégal, on a eu un buy-in très rapide et un engagement vraiment très très rapide donc de la DER à travers notamment l'ancien délégué général à l'entrepreneuriat rapide, Monsieur Papa Amadou Sarr, qui a été vraiment un ambassadeur de ce processus au Sénégal au sein du gouvernement en nous donnant un accès direct à Monsieur le Président de la République, mais également aux autres ministres tels que le ministre des Finances, de l'économie numérique aussi. Et il a même porté cette voix au-delà du Sénégal en nous accompagnant à l'étranger, en RDC et en partageant vraiment le pourquoi et le besoin d'un cadre réglementaire innovant pour les startups africaines. Et donc de voir que finalement ce message est passé au sein des gouvernements et que les gouvernements aujourd'hui ont envie d'une démarche beaucoup plus démocratique dans la manière dont les politiques publiques sont élaborées, c'est quelque chose qui va servir et qui va aussi valoriser l'expérience
expérience réelle sur le terrain qu'on n'a pas toujours le moyen de cartographier, dont on n'a pas toujours les données nécessaires pour pouvoir aiguiller les gens, pour pouvoir les guider. Je pense que ça va en tout cas servir à créer ce vivier de données et ce vivier d'opportunités pour que les gens puissent s'en inspirer dans leurs actions futures. Et je finirai en disant que aujourd'hui, le troisième succès que j'aimerais partager, c'est de voir que ces start-up packs sont en train de vraiment se développer. On a 19 pays sur le continent qui ont entamé ces processus, sachant que c'est des processus qui sont longs. Au Sénégal, ça nous a pris près de 20 mois. Et comme on le sait, les décrets d'application n'ont été votés qu'à la fin de l'année dernière. Il faut encore les mettre en pratique. Et ce ne sera pas fini parce que, selon moi, dans 18 mois, 2 ans, il faudra les évaluer pour voir est-ce que l'impact qui était souhaité a été rencontré. Mais c'est de voir qu'aujourd'hui, cela a permis aussi de mettre en lumière la volonté publique qui s'associe à la volonté privée et d'avoir cette pratique-là aujourd'hui qui vient du Sud, donc qui vient du continent africain et qui s'étend à l'échelle globale. Oui, en fait, on parle beaucoup de Startup Act, c'est arrivé comme l'idéal. Est-ce que c'est ça qui va régler le problème de nos startups ? Je ne pense pas, très honnêtement. Je pense que ce sera un instrument de facilitation parce que le cadre réglementaire méritait d'être revu, il méritait d'être révisé. Donc ça va être un instrument de facilitateur, mais pour moi, la réelle transformation se fait dans la structuration de notre écosystème et dans la compréhension vraiment des forces et des faiblesses des autres et la complémentarité qu'on arrivera à mettre en œuvre pour pouvoir apporter en fait ce soutien aux startups. Et donc le message que je profite aujourd'hui de faire passer, c'est encore d'appeler les académies, d'appeler les universités à se rapprocher de l'écosystème des startups. On a vu aujourd'hui, et pas seulement les ministères, vraiment les agences de douane, de régulation des marchés publics, aller à la rencontre. Dernièrement, c'était avec l'ANAQ-Sup, donc l'Agence nationale de qualité de l'enseignement supérieur, qui a été à la rencontre de l'écosystème. On voit vraiment une dynamique de collaboration. C'est inviter les autres acteurs, que ce soit les investisseurs, que ce soit les universités et tout le secteur de formation, à pouvoir rejoindre cet écosystème, parce qu'une fois encore, comme je le disais tout à l'heure, on arrivera à aller plus vite si on arrive à préparer finalement la jeunesse qui étudie aujourd'hui aux opportunités de demain. Une minute encore avant la pause, Eva Sow et Bion, notre invité ce dimanche sur e-Radio, ce dimanche 14 août de l'année 2022. Très rapidement, c'est important d'avoir un chef de l'État assez digital. Ça booste, ça aide? Je pense que ça aide. Aujourd'hui, tout est basé finalement sur la confiance. Et quand on regarde l'impact des médias sociaux dans la vie des gens, combien d'heures passons-nous en moyenne sur les réseaux sociaux, beaucoup ont développé une relation de confiance avec des gens qu'ils ne connaissent pas physiquement, des gens qui suivent en ligne, des gens qui arrivent à leur faire passer des messages où ils se retrouvent, mais aussi des messages qui les inspirent. Et je pense que les chefs d'État aujourd'hui doivent jouer ce jeu. D'abord le jeu de la transparence, en pouvant se servir de ces mêmes outils pour pouvoir partager finalement les réflexions qui sont portées en interne et faire en sorte que les médias sociaux deviennent un outil d'écoute et de dialogue, pourquoi pas, avec les citoyens. Deuxièmement, ça permet de créer cette confiance parce que si on a l'impression d'avoir du contenu de notre chef d'État tous les jours, on a finalement l'impression de le voir un peu tous les jours. Et je pense que beaucoup de chefs d'État africains ont commencé à jouer ce jeu. Je pense tout de suite à monsieur Kagame qui est très actif sur les réseaux sociaux avec 3 à 4 posts par jour et on a l'impression qu'on le suit un peu dans ses missions. Donc c'est pour moi important. Et enfin le dernier point, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais c'est comment est-ce que on arrive aussi à avec notre chef d'État, avec son gouvernement, à pouvoir regarder ce qui se passe sur ces instruments, sur ces médias sociaux et à trouver aussi le bon moyen de tirer un apprentissage et de mettre en place les régulations nécessaires parce qu'on ne les a pas encore toutes ici. Eva Sow et Bion, notre invité ce dimanche sur e-Radio. Une pause de 25 minutes, le temps de suivre les infos de ce jour et l'on se retrouve juste après.
Tech. Ousmane Gueye sur iRadio. Eva Sow Ebion est notre invitée ce dimanche sur iRadio. Avec elle, nous faisons le tour des questions en lien avec le financement. On y reviendra lorsque on reparlera des pays anglophones, en lien également avec l'accompagnement globalement, parce que comme on dit, il n'y a pas que le financement. Elle-même nous dit d'ailleurs n'être pas très convaincue que ce soit l'aspect le plus essentiel. Eva Sow Ebion est donc notre invitée aujourd'hui pour parler de l'actualité du secteur. On vous interroge, Eva Sow Ebion, en marge d'une rencontre organisée par Meta. Les plus nostalgiques vont dire Facebook. C'était important de réunir tous ces jeunes, ce public très très jeune. C'est quoi d'ailleurs l'objectif? Merci beaucoup Ousmane, et je vais commencer à répondre par ta question en rebondissant sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure dans tes mots d'introduction. Et c'est vrai que c'est difficile de mettre une casquette parce que je suis finalement emportée par les missions qui touchent mon cœur. Et MetaBoost a été une mission qui a touché mon cœur en 2018 où je voyais ce programme développé et vraiment diffusé partout en Afrique anglophone, et j'étais convaincue qu'il y avait le besoin de ces mêmes contenus de formation ici en Afrique francophone. On visait 1000 jeunes, je pense, à l'époque. Exactement, on visait 1000 jeunes en 2018 et on a aussi voulu faire les choses différemment en prenant ce curriculum et en l'adaptant au mieux avec des créateurs de contenu et des marketeurs digitaux locaux, donc du Sénégal, et on a vu l'intérêt tout de suite de ces formations. Et donc très vite, on a élargi cette mission de formation, pas seulement au Sénégal, mais à 6 autres pays francophones. Et je suis aujourd'hui très fière parce que en l'espace bientôt de 4 ans, on a formé près de 27 500 petites et moyennes entreprises, entrepreneurs, start-up de ces différents pays. Et donc la rencontre que nous avons eue hier, c'était la MetaBoost Community Event. Donc c'était un événement qui permettait de regrouper des participants aux différentes sessions, les partenaires, parce que ça a été plus de 200 partenaires durant toutes ces années avec lesquels nous avons collaboré pour organiser ces sessions. C'était l'acte final donc? Pas l'acte final, mais on voulait aussi, parce que la phase de Covid nous a fait passer à un format de formation digitale. Au début, les formations étaient comme chez tout le monde. Voilà, là, on a fait 2 ans de formation en ligne et c'était l'occasion de pouvoir recréer ce lien, regrouper un peu la communauté, mais surtout célébrer les créateurs de contenu. Donc, on a eu une journée extraordinaire où on a commencé vraiment avec des mots des équipes de Facebook qui sont venus du Nigeria, mais également d'ici du Sénégal, qui ont pu partager des chiffres très importants sur, en tout cas, l'impact et l'utilisation de ces plateformes ici au Sénégal. On a accueilli un panel de créateurs de contenu, et si tu me permets, Ousmane, de vraiment remercier encore Nix, Dagou de Little Things, Khadija de Sandaga Shop et l'Artisane, mais aussi Ziggy de Travel with Ziggy, ou Speedy, que tout le monde adore avec ses vidéos marrantes, qui étaient là, qui ont partagé leur expérience et qui ont partagé beaucoup de bonnes pratiques sur comment ils ont réussi à créer une audience. Et comment ils ont réussi justement? Ils ont réussi, et ça passe aussi beaucoup. Je pense que le mot passion n'a pas arrêté de revenir tout au long. Le mot aussi engagement, discipline. Créer du contenu, c'est beaucoup de discipline. Et ensuite, le mot analyse. Il faut analyser ces statistiques, comprendre qui est son audience, à quelle heure est-ce que son audience recherche du contenu, et vraiment chercher à donner en tout cas réponse à l'intérêt des gens. Et donc ce panel a été vraiment très bien. On a eu l'occasion aussi de pouvoir donner des certificats de reconnaissance de performance, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement suivis et qu'on ne met pas en lumière toujours. Ils sont souvent beaucoup mis en lumière à l'international, et c'est pour ça qu'on a discuté du challenge de comment est-ce que cela se traduit de façon économique sur le marché local. Et on a enfin eu l'occasion
d'avoir des sessions de boost qui étaient plus axées sur de nouveaux contenus, sur les Reels, sur les stories qui sont aujourd'hui vraiment les formats de contenu que l'audience en ligne recherche, mais aussi comment est-ce qu'on définit une stratégie de marketing de contenu et finir par une session sur la métaverse. Aujourd'hui, c'est un grand sujet, un sujet que tout le monde ne connaît pas encore et où on a eu l'occasion de pouvoir vraiment apporter une définition de ce qu'est la métaverse dans le continent africain, mais surtout qu'est-ce que ça signifie sur notre région francophone et enfin partager des opportunités avec les industries créatives qui sont en tout cas, on le croit, un des secteurs qui pourra en bénéficier très fortement et qui permettra de créer des emplois et générer beaucoup de revenus. Tout ce que vous dites est important. Métaverse, on y reviendra la semaine prochaine avec Abdou Khadr Diop de OnLabs parce qu'on va consacrer dans E-Tech un zoom sur la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité élargie aussi, je ne sais plus comment on le dit chez vous là, Eva en anglais, mais très rapidement, métaverse, ça va changer quoi pour l'Afrique francophone si on restreint un peu l'échelle géographique à nous-mêmes? Alors, ce sur quoi on a beaucoup travaillé et qu'on va d'ailleurs présenter ici tout à l'heure, et j'espère Ousmane que tu as pris le temps de faire une démo parce que cet événement nous a permis aussi de pouvoir permettre aux gens de se plonger finalement et de ça, vivre méta, d'ailleurs. Exactement, et de vivre l'expérience parce qu'il faut le vivre pour se rendre compte que c'est un monde virtuel qu'on peut totalement bâtir. Et nous, on a fait ce focus, comme je le disais tantôt, sur les industries créative où la métaverse crée une opportunité pour tous les artistes finalement de pouvoir créer leur propre musée en ligne et d'inviter les gens à pouvoir aller découvrir les contenus qu'ils créent et se balader finalement dans des musées totalement virtuels et cela à moindre coût. Donc on a également envie avec cette dynamique de faire en sorte que les entrepreneurs qui ont aujourd'hui des solutions diverses sur des secteurs différents, que ce soit sur les cosmétiques, sur la beauté par exemple, puissent aujourd'hui voir la métaverse comme un outil qui permet à leurs clients de pouvoir essayer des choses, de pouvoir essayer des teintes de produits, de pouvoir vraiment se projeter dans l'expérience, en tout cas attendue, du produit qu'ils vont acheter. Je pense également à l'industrie du design et à l'industrie de la mode qui est une industrie qui rayonne qui rayonne fortement ici au Sénégal. Nos créateurs, nos fashion designers rayonnent partout dans le monde. Ils habillent des stars de Beyoncé à Naomi Campbell. Comme vous. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui, quand je pense en tout cas à la métaverse, de voir qu'ils vont pouvoir à moindre coût partager des défilés. On a vu d'ailleurs Sarah Diouf de Tangoro au tout début de la crise de Covid qui a fait ce premier défilé, son corps avec un vêtement qui défilait en 3D et je me dis qu'il faut qu'on puisse ouvrir le champ des possibles à tout le monde et pour moi la métaverse c'est comprendre et prendre encore conscience du champ des possibles en termes de monde virtuel et je finirai en disant que ça peut paraître très challenging pour nous, mais quand je vois aujourd'hui mes enfants, ma fille aînée a 7 ans et elle joue un peu en ligne et les jeux vidéo sont plongés dans la métaverse. Elle est déjà dans la métaverse et elle y est tellement à l'aise. Donc je pense aussi que c'est un moyen de pouvoir accélérer finalement l'accès aussi à des outils et l'accès pour nos jeunes Africains, pour les enfants africains, à tout un monde qu'on pourrait bâtir qui valoriserait le narratif du continent et qui pourrait aussi mettre en valeur la culture africaine. Comment est-ce que on peut traduire ce monde virtuel dans un monde virtuel africain? Oui, je vois que les enjeux économiques sont énormes, justement, Eva, pour ne pas dire infinis. Aujourd'hui, comment on pourrait aider tout ce beau monde utilisateur des plateformes digitales globalement à passer des aspects ludiques aux aspects économiques, justement? C'est un gros challenge, je pense, et parce que la commercialisation de beaucoup aujourd'hui, et quand on voit toutes les applications, il y a beaucoup d'applications qui étaient en tout cas montées sur une dynamique de gaming pour intéresser les gens, pour qu'aussi l'apprentissage soit beaucoup plus facile, mais c'est pas toujours facile de pouvoir
réussir à vendre ces applications ou à faire en sorte que les gens payent des offres premium qui sont souvent le modèle économique qui est utilisé. Pour moi, le renforcement de capacité, finalement la sensibilisation et la formation fait partie de l'acte commercial et doit faire partie de l'acte commercial parce qu'on est dans un environnement où finalement ça fait déjà une dizaine d'années, mais beaucoup de personnes découvrent ces enjeux digitaux que maintenant, en pensant au gap qu'il y a par exemple entre Dakar, la capitale, et aujourd'hui où avec le consortium notamment, on va dans les autres régions et on se rend compte que les sujets qu'on y traite sont des sujets qu'on a traités à Dakar depuis 8 ans. Donc on doit faire de la formation une partie et une composante intégrante de l'acte de commercialisation. Je pense aussi qu'on doit itérer nos modèles. Beaucoup de modèles économiques innovants ont été testés sur ces dernières années. On n'a jamais pris le temps finalement de se poser et de se dire est-ce qu'une offre premium marche pour un contexte et une audience sénégalaise? Comment est-ce qu'on arrive à prendre le temps de pouvoir tirer de l'apprentissage de tous ces modèles économiques pour pouvoir en définir et itérer de nouveaux modèles aujourd'hui? Pour prendre vos mots et vous les retourner vous-même, Eva, vous n'avez jamais pris le temps de vous poser dans un seul et unique pays. C'est quoi votre nouveau pays d'ailleurs à l'heure actuelle? Mon pays, c'est le Sénégal, Ousmane. C'est l'eau d'où ça changé. Oui, mais je veux dire, à force de voyager, est-ce que c'est un pays anglophone? Oui, en termes de processus, en termes de terre, de présence, je parle de ça. Alors, cette année, j'ai eu l'occasion de découvrir de nouveaux pays. C'est vrai que pour moi, ça a été déjà incroyable parce que à chaque fois, je me rends compte à quel point l'Afrique est diverse, à quel point l'Afrique est belle, à quel point l'Afrique est pleine d'opportunités. Et cette année, j'ai eu l'occasion... Le Rwanda est votre nouveau dada? Ça se voit. Alors, le Rwanda, c'était il y a plutôt 2 ans. Mais c'est vrai que cette année, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec la Namibie, avec la Zambie, avec l'Angola, notamment. Et donc, c'est découvrir de nouvelles cultures, découvrir des communautés, mais découvrir aussi des manières de faire qui sont différentes et que j'espère on arrive aujourd'hui à traduire en ressources et en outils pour que les autres communautés puissent les utiliser. Une dernière seconde maintenant, c'est une question qui va concerner l'engagement citoyen. Aujourd'hui, en quoi est-ce que les plateformes digitales aident à renforcer cet engagement citoyen au profit de nos États? Alors, pour moi... Au profit ou contre, hein, ça dépend en fait. C'est des intérêts. Parfois, l'intérêt de l'État peut être celui des populations. Parfois, ça peut ne pas être le cas. Voilà, pour être transparent avec tout le monde. Pour ma part, je crois fermement que la Civic Tech sert l'État et la Civic Tech sert la société civile. Et je vais répondre à ta question, si tu le permets, en pouvant partager un peu l'expérience au sein d'IFO-Policy, où on a développé 2 outils Civic Tech qui visaient vraiment à pousser des consultations ouvertes sur des politiques publiques en cours de développement. Et donc, on a travaillé avec différents gouvernements, le gouvernement du Sénégal ici, avec l'ADER notamment, plus récemment avec le gouvernement du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire, où ces outils permettent de sortir des textes du gouvernement et de faire en sorte que ces textes soient partagés publiquement, consolidés avec l'expérience et les recommandations qui viennent des populations. Et ça crée aussi chez les citoyens un engagement supplémentaire en se disant on valorise finalement ce que je pense, on valorise finalement ce que je vis et je peux être porteur de solutions. Ça crée un rapprochement clair au sein de la société civile et entre cette société civile et le gouvernement. D'un autre côté, ces plateformes servent aussi à la société civile directement parce qu'il y a différentes manières de les aborder. Ça peut être, comme je le disais, pour consulter sur des politiques publiques en cours de développement, mais ça peut être aussi des moyens fédérateurs d'arriver à avoir une vision collective de qu'est-ce qu'ils sont les actions prioritaires à mener pour accompagner la jeunesse, pour développer l'écosystème. Et il y a des outils qu'on appelle des outils d'agenda setting qui permettent de faire cette priorisation. Qu'on connaît bien dans les médias. Exactement, qui permettent de faire cette priorisation au sein de la société civile et de permettre aux gens de venir avec un objectif commun et de pouvoir créer en fait de l'intérêt autour d'une même initiative pour que les gens contribuent.
Merci beaucoup Eva Sow et Bion. Merci beaucoup Ousmane de me donner en tout cas la parole et de me permettre de partager ce travail. J'en profite aussi pour remercier l'ensemble des partenaires et une fois encore tous mes pairs qui me supportent tous les jours, que je fatigue et avec qui j'espère on arrivera à servir finalement les communautés avec lesquelles on évolue. Merci en tout cas, bonne chance à vous Eva Sow et Bion. Nous marquons aujourd'hui tout l'intérêt de vous recevoir pour votre grande connaissance du secteur des startups au Sénégal, à l'échelle africaine, ailleurs dans le monde. Merci infiniment d'avoir été des nôtres ce dimanche. Très chers amis auditeurs, merci à vous pour la fidélité. Excellent dimanche, excellente semaine.